Bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a tout juste une semaine, après 2 ans et demi de travaux, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église a rendu public son rapport et les chiffres sont vertigineux. Il y aurait eu 216 000... Pardonnez-moi, à chaque fois ça m'émeut. 216 000 victimes d'abus sexuels dans le cadre de l'Église catholique en France depuis 70 ans. Alors, ce travail a été demandé par l'Église de France elle-même, mais avant ce très long travail et ces longues enquêtes, il y a eu les affaires de l'abbé Bisset, du père Mercury, des pères Leblond, d'Aéron, Lefort, Albert, Prénat. Ce ne sont que certains exemples. Ces pédocriminels ont parfois été confondus par la police et parfois par le travail des journalistes. Aucun milieu n'est épargné par les violences sexuelles, l'Église, mais aussi les clubs de sport, le monde de la gastronomie, le journalisme et évidemment la famille. Ces dernières années ont toutes été marquées par un procès, une enquête, un livre ou un reportage dénonçant les faits de violences sexuelles sur des hommes, des femmes et des enfants. On parle ici de viol, d'agression, d'harcèlement, d'emprise ou d'inceste. Et je sais que ces mots sont difficiles à entendre, ils le sont aussi à écrire, à mettre en image et à publier. Ce qui guide cette table ronde, c'est une question difficile. Si le journalisme sait porter la plume au cœur de la plaie, il faut se dire que certaines plaies sont peut-être plus délicates et plus douloureuses que d'autres. Et toute la question, c'est comment on fait son métier, comment on est journaliste dans ces affaires qui sont difficiles, délicates, douloureuses et qui mettent en cause des vies aussi bien chez les personnes qui ont vécu ces agressions que chez les personnes qui les ont peut-être commises. Alors, comment est-ce qu'on fait ce métier? Eh bien, pour le savoir, 3 journalistes ont accepté de nous expliquer leur méthode pour enquêter sur les violences sexuelles. Je vous demande donc d'accueillir, comme il se doit, la responsable éditoriale aux questions de genre chez Mediapart, qui s'occupe notamment des enquêtes consacrées aux violences sexistes et sexuelles, Madame Lénaïque Bredou. Bonjour Lénaïque. Bonjour. La cofondatrice du collectif de journalistes We Report, qui travaille notamment avec Mediapart et aussi avec Disclose, pour lesquels elle a enquêté dans les milieux du sport et de l'Église aussi, bien avant le rapport Sauvé, Madame Daphné Gastaldi. Bonjour. Et notre dernière invitée est journaliste, aujourd'hui chez M6, très longtemps avant chez Canal+. Vous êtes également la co-réalisatrice de Je ne suis pas une salope, je suis journaliste, qui est un documentaire qui vient d'obtenir le prix de la meilleure enquête et du meilleur reportage aux Assises du journalisme. Félicitations Marie Portonano. Merci, bonjour. Comme le sujet est difficile, j'aimerais qu'on le suive peut-être un peu chronologiquement dans la manière dont on peut aborder ces enquêtes. Je vais commencer avec vous, Madame Gastaldi, parce que vous avez enquêté longtemps dans les milieux de l'Église et dans les milieux du sport, à chaque fois avec des révélations très douloureuses. Comment est-ce que ces enquêtes commencent? Est-ce qu'il y a d'abord un témoignage? Est-ce qu'il y a un fait divers? Comment est-ce qu'on se saisit d'un tel sujet? C'est vrai que pour nous, ça a commencé avec les violences sexuelles dans l'Église catholique. C'était en 2015. Il y avait cette affaire du père Prénat. Peut-être que vous avez entendu parler de cette affaire. Et il y avait déjà des journalistes qui travaillaient dessus. Moi, je vivais à Lyon à cette époque-là. Et Mediapart nous contacte en nous disant il faudrait peut-être creuser qu'est-ce qui se passe. Et honnêtement, j'avais aucun contact dans ce milieu-là, aucune source, comme on dit dans le jargon journalistique. Et en fait, cette affaire a créé un appel d'air, c'est-à-dire que d'autres personnes sont venues nous voir quelques jours après. On a des victimes qui ont commencé à nous contacter. Et là, on s'est dit, en fait, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. On ne va pas focaliser sur cette affaire du père Prénat. On va essayer de comprendre, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres prêtres qui ont été exfiltrés d'un diocèse à l'autre, mis en congé sabbatique parce qu'il y avait des soupçons d'agression sexuelle sur enfants? Et comment la hiérarchie, les évêques, les diocèses ont géré ces affaires-là, ou en l'occurrence ne les ont pas gérés. Il y a eu beaucoup du coup, de découvertes effarantes. Pour nous, on s'est rendu compte que des évêques informés par des faits précis dans des courriers en écoutant des victimes de faits d'agression sexuelle ne les signalaient pas à la justice et maintenaient en poste ces prêtres. Donc avec Mediapart, au bout d'un an et demi d'enquête, on a pu
prouver comment 27 évêques dans l'Église catholique avaient couvert une trentaine de prêtres, laissant sur le bas-côté, littéralement, plus de 300 victimes, en les laissant murer dans le silence aussi. Et c'est ça où on s'est dit qu'il fallait montrer de façon systémique comment l'institution, en fait, a été complètement dépassée et parfois a pu se montrer complice en maintenant en poste des prêtres. Donc ça a commencé comme ça. Et on a appliqué la même méthode ensuite dans le sport. Mais donc, c'est une commande, entre guillemets, de Mediapart. Qu'est-ce qui fait que vous saisissez de la question? Est-ce qu'on vous approche? Est-ce que c'est parce qu'il y a une enquête qui existe? Est-ce que parce qu'il y a un fait judiciaire qui déclenche cette enquête? Comment est-ce que chez Mediapart, vous décidez d'enquêter sur tel ou tel soupçon d'agression sexuelle? Alors, c'est variable au fur et à mesure du temps. Il n'y a pas de méthode précise, prête à penser, si j'ose dire, qui s'appliquerait de manière systématique. L'idée, c'est d'être toujours guidé par les principes qui font le cœur de notre métier. C'est évidemment de produire de l'information, c'est de rapporter des faits et d'essayer de leur donner du sens. Parce que, voilà, dans cette matière, on le sait, c'est ce que Daphné vient d'expliquer, c'est-à-dire que ce qui est vraiment très marquant à chaque enquête, dans tous les milieux, que ce soit la politique, que ce soit les syndicats, que ce soit l'entreprise, que ce soit l'Église, que ce soit la famille, c'est que systématiquement les mêmes mécanismes de domination, de pouvoir, mais aussi de mise sur le côté, de silenciation, comme on dit parfois, c'est-à-dire de paroles qu'on n'écoute pas, sont vraiment à chaque fois, c'est systématiquement le cas. Et donc, nous, on essaye de documenter ça. Alors, ça peut peut-être rien vous dire, mais c'est-à-dire que quand on voit passer quelque chose qui semble être signifiant d'un milieu, d'un fait social, c'est ça, excusez-moi, c'est ça qui nous guide dans le choix qu'on fait d'y aller. Et après, évidemment, il y a une part d'enquêtes qui réussissent et d'enquêtes qui ne réussissent pas. C'est-à-dire que, évidemment, pour pouvoir enquêter, il faut pouvoir recouper des faits, il faut pouvoir les corroborer, il faut pouvoir avoir des personnes qui sont d'accord pour faire cet incroyable geste de confiance qui est de raconter ce qui est arrivé à un journaliste ou à une journaliste. Et parfois, on échoue. Parfois, on n'arrive pas à avoir suffisamment d'éléments. Parfois, on n'arrive pas à avoir l'accord des personnes concernées parce que, voilà, on travaille sur le consentement. Le consentement est essentiel dans ces enquêtes. Et donc, voilà, parfois ça, et parfois c'est des enquêtes qui, 1 an, 2 ans après, parfois ressurgissent, et cette fois c'est le moment où on y parvient. Et d'ailleurs, si on regarde un peu la courbe des enquêtes qui ont été faites dans les différents milieux de ces dernières années, on voit cette espèce de mouvement d'aller-retour. Et l'exemple de l'Église est un très bon exemple, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a un travail journalistique important ou judiciaire, mais souvent journalistique puis judiciaire, hein, ces derniers temps, faut bien le reconnaître. Qui du coup provoque voilà, un débat public un peu plus large, et puis ça retombe, et puis ça revient, et puis ça retombe. Donc il y a toujours cet aller-retour qu'on constate. Mais vous parlez d'institutions, ces enquêtes mettent aussi en cause des personnes physiques, réelles. Elles sont souvent publiques. Est-ce que c'est un critère pour se lancer dans ce genre d'enquête? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'enquête pas au fond sur une forme de violence sexuelle ordinaire ou quotidienne, et il faut quand même un point d'appui, un personnage d'accroche? Madame Redoux. Ouais, moi je trouve effectivement la personnalité publique documente ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que il s'agit pas de dire qu'il faut uniquement des enquêtes nominatives. Par exemple, nous, on fait le choix de publier des enquêtes qui sont peut-être moins visibles, mais qui racontent un milieu. Moi, j'ai travaillé pendant des mois et des mois sur l'université, par exemple. Voilà, ça fait partie des sujets qui documentent un domaine. On a travaillé pendant des mois et des mois sur l'industrie musicale, de la même manière, pour justement raconter que ce n'est pas qu'une question individuelle. Mais parfois, les individus sont eux-mêmes en position de pouvoir et sont eux-mêmes, d'ailleurs, les personnes accusées. Et quand ils sont en position de pouvoir, quel que soit ce pouvoir, cela permet de comprendre et de documenter ce dont on parle, le rapport de domination qui est au cœur des violences sexuelles qu'on raconte, de raconter pourquoi une personne arrive à faire taire tout le monde autour aussi. C'est-à-dire que pourquoi les institutions protègent certaines personnes, elles protègent surtout celles qui sont en position de pouvoir, beaucoup moins celles qui sont en bas de l'échelle, si je puis dire. Et donc c'est là où on essaye de faire cet aller-retour entre des enquêtes qui sont parfois évidemment nominatives et qu'elles permettent de comprendre toujours quelque chose de plus large qu'elles-mêmes.
En fait, on essaye de sortir des faits divers aussi. Parfois, les faits divers vont concerner une personne et nous, on va essayer de montrer la masse de problèmes, tous les dysfonctionnements. Et pour ça, il faut traiter plusieurs cas et montrer qu'il y a un système, qu'il y a un contexte qui dysfonctionne. Et ça, c'est ce qu'on s'attache à faire dans l'Église, mais aussi dans d'autres domaines, y compris dans le cinéma, dans le sport. Donc, c'est ça l'intérêt, en fait. Sinon, on reste collé à des histoires individuelles et c'est pas toujours représentatif. Donc, on essaye de montrer vraiment l'enjeu de société derrière. Madame Portolano, c'est d'ailleurs l'objet de votre documentaire. Il parle de ce système-là, de cette violence systémique dans le métier qui est le vôtre, mais il part de votre histoire. Vous partez au début des agressions dont vous avez été victime. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la forme du documentaire? Pourquoi est-ce que vous avez voulu justement corroborer, allais-je dire, plutôt que juste témoigner ou intenter une discipline, une tentative peut-être de démarche disciplinaire à l'encontre de votre agresseur? Chez votre ancien employeur, apparemment, c'était compliqué. Mais pourquoi un docu? Alors, moi, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc j'ai fait un documentaire qui s'appelle « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » et je suis allée voir des consoeurs, des personnes avec qui je partage le quotidien de journalistes sportifs pour écouter leurs témoignages. Et alors, ce qui est très différent, effectivement, avec mes collègues, mes consoeurs ici, c'est que je suis partie, moi, de quelque chose de personnel. Donc, vous disiez justement, il faut faire attention au personnel. Moi, je suis partie de mon histoire à moi pour aller voir les autres journalistes et leur demander si elles vivaient la même forme de sexisme systémique que je ressentais, moi, au quotidien à mon travail. Donc, mon travail d'enquête, c'était plutôt un recueil de témoignages. Et pourquoi un documentaire? Parce que en fait, j'ai commencé à l'écrire et j'ai appelé les intervenantes au fur et à mesure pour connaître un petit peu leurs histoires dans leur quotidien. Et je me suis rendu compte que le constat était qu'on vivait toute la même chose. Donc je me suis dit, la répétition, généralement dans le journalisme, on est contre ça. Il ne faut pas répéter toujours les mêmes choses. En revanche, là, dans le cadre de mon documentaire, c'était ça qui était fort. C'était de voir que n'importe quelle génération, n'importe quel corps de métier, que ce soit de la télévision, de la presse écrite, de la radio, du commentaire, etc., le sexisme systémique était présent dans chaque rédaction. Là, vous parlez de votre propre témoignage. Il est difficile pour vous de le mettre éventuellement en doute ou vous connaissiez déjà ces faits. Reste qu'il faut quand même, vous nous le disiez, trouver des témoins, si possible plusieurs. Comment est-ce qu'on les approche? Comment est-ce qu'on peut convaincre des gens de revivre éventuellement cet épisode traumatique en le racontant ou en le révélant? Comment est-ce que vous approchez la parole des victimes présumées? Avec beaucoup de, avec beaucoup de prudence, en essayant d'être le plus, je vais vous dire des évidences, mais d'être le plus délicat et empathique possible, dans la limite, évidemment, tout en gardant une distance. C'était tout l'équilibre à trouver. Mais déjà, pour aller les voir leur expliquer la démarche. Moi, ce qu'on essaye de faire, je dis on parce que j'applique ça aux journalistes avec lesquels je travaille au quotidien, à Mediapart notamment. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée d'expliquer pourquoi on le fait, pourquoi on leur demande de le faire, pourquoi on leur demande de faire ce geste, effectivement, d'une grande confiance où je dis elles pour un pluriel de majorité, mais il y a évidemment des garçons, où elles se mettent en danger, elles se mettent en difficulté parce qu'elles confient leur histoire, parfois très douloureuse, à un ou une journaliste dont ils ou elles ne savent pas vraiment ce qu'elle va en faire à l'avance, évidemment. Mais on essaye d'expliquer comment on travaille, ce qu'on cherche à faire, ce qu'on cherche à documenter, que justement, ce que disait Daphné Gazzelou-Marty Portolano, c'est-à-dire sortir du fait divers, raconter quelque chose de systémique, et que on cherchera de nombreux témoins, qu'on cherchera de nombreux éléments matériels parfois, parce que dans ces enquêtes, contrairement à ce qu'on dit parfois, il n'y a pas que de la parole, il y a aussi des mails, des messages, des journaux intimes, toute une série de documents qui peuvent exister, et de les convaincre de l'intérêt de cette démarche, de l'intérêt public qu'on poursuit. On poursuit un objectif d'intérêt général. Ça peut paraître un peu grandiloquent, mais c'est la vérité. C'est le cœur de notre travail de journaliste. Et d'essayer de les convaincre de ça sans les brusquer, sans les brutaliser. Et que, évidemment, si les personnes ne souhaitent pas, il est hors de question de publier. Moi, je le dis tout le temps. C'est-à-dire qu'une personne qui a été victime ou qui a été témoin n'a pas d'obligation
à témoigner devant la presse et que si elle ne le souhaite pas, c'est son droit le plus strict et c'est fondamental de le répéter. Mais ces mémoires traumatiques, elles peuvent être incertaines. Il faut donc accueillir cette parole, lui donner toute l'écoute qu'elle est en droit d'avoir. Et cependant, comment est-ce qu'on garde un peu de recul? Est-ce qu'il vous est arrivé, Madame Gastaldi, parfois de recueillir une parole qui s'est avérée peut-être fausse ou pas suffisamment étayable? Comment est-ce qu'on garde un recul critique lorsqu'on écoute quelqu'un qui vient vous raconter un tel épisode? C'est complexe, mais ça se fait en 2 temps, en fait. Il y a la phase d'approche, de pédagogie, où on va expliquer à la personne les tenants et aboutissants, le but, qu'on n'est pas là pour faire du scoop, mais pour raconter un contexte et une histoire. Il y a le temps de l'écoute avec ces personnes, et après, il y a le moment de vérification. C'est-à-dire qu'on explique aussi aux personnes qui acceptent de nous parler qu'on va d'abord écouter leur histoire, mais qu'on va avoir besoin de vérifier, d'avoir des documents, d'avoir des preuves, de lire des mails, des échanges de SMS, d'étayer ces faits. Alors oui, ça arrive que des enquêtes, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout parce qu'on n'est pas la police, on n'est pas la justice, on n'a pas les mêmes prérogatives. Nous, on va raconter tout le contexte autour d'une affaire, mais on n'a pas les mêmes pouvoirs pour obtenir des informations parfois. Donc, il y a des affaires qu'on doit malheureusement laisser en stand-by. On laisse les dossiers ouverts, mais on sait qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Et pour répondre à la question, est-ce qu'on a déjà eu des paroles fausses? C'est extrêmement rare. Moi, ça m'est arrivé une fois en 5 ans qu'une personne accuse un prêtre. Ça avait l'air sérieux, mais en fait, derrière, il n'y avait absolument rien. Je me suis rendu compte que cette personne était mythomane. J'ai même vu son casier judiciaire, j'ai compris qu'il y avait des précédents. Et là, je me suis dit, OK, en fait, pas fiable, on laisse tomber, c'est pas grave, j'ai perdu du temps. J'ai passé des heures à vérifier. Et ben, on n'a pas assez d'éléments, on ne publie pas, on ne peut pas prendre ce risque-là. Madame Portolano, dans votre documentaire, des femmes, des consoeurs, témoignent à visage découvert. Est-ce que c'était évident pour elles? Est-ce qu'il vous a fallu, là aussi, expliquer, convaincre? Comment est-ce que vous avez fait en leur disant, écoutez, voilà, ça m'est arrivé? Est-ce que le fait que ça vous est arrivé était d'ailleurs un élément qui vous a permis de les convaincre? Oui, la différence, c'est que je partais, moi, d'une expérience personnelle. Donc, les interviews que j'ai menées avec mes consoeurs étaient plutôt un partage de ressentis et un partage de ce qu'on vivait, en fait. Donc, elles se sentaient forcément plus en confiance avec moi, puisque on était proches, on vivait la même chose. J'ai effectivement dû convaincre certaines personnes, tout simplement parce que effectivement, témoigner face à une caméra de choses dont on n'a pas l'habitude de parler, c'est difficile. Mais ça a été relativement facile quand même de leur dire que c'était important de le faire. Et une des journalistes qui a témoigné dans mon documentaire dit on a la chance, nous, d'avoir un micro pour pouvoir parler de cette violence qu'on subit au travail. Et donc, je le ferai pour toutes celles qui, en fait, ne peuvent pas le dire haut et fort devant une caméra. Donc, je trouve que c'est la meilleure définition de ce documentaire. Vous nous le disiez à l'instant, il n'y a pas que la parole. Sur quoi est-ce qu'on se base? Vous nous disiez des échanges, des SMS. Qu'est-ce que vous allez chercher? Parce qu'il y a quand même une phase d'enquête. On recueille la parole, on la recoupe, on essaye quand même de voir ce qui est vrai, ce qui est faux. Sur quoi est-ce qu'on se base, Madame Gastaldi, du coup? Qu'est-ce que vous cherchez? À partir d'un témoignage, on tire le fil, on cherche tout. On cherche les dénonciations, par exemple, d'un prof de sport, d'un coach sportif au club, les échanges de mails, les comptes rendus de réunion qu'il y a eu à ce sujet-là, qu'on va aller chercher pour prouver que ça a été un débat, que l'information est sortie devant plusieurs personnes et, par exemple, qu'aucune action n'aurait été prise. Donc, on va chercher ces éléments-là. Et puis, parfois, souvent même, il y a aussi les agresseurs qui reconnaissent les faits dans des messages, dans des échanges avec leurs victimes. Et ça, ça peut nous aider. Et puis, il y a ce qu'on appelle, dans le jargon journalistique, la phase de contradictoire aussi. Donc, à la fin de l'enquête, une fois qu'on a tous les morceaux du puzzle, des documents, des faits, qu'on a compris ce qui s'est passé, la chronologie des faits, une fois qu'on est béton, là, avant de publier, déjà, on prévient la personne, le coach sportif ou le prêtre en question ou leurs avocats, qu'on est au courant d'un certain nombre de choses, qu'il y a dysfonctionnement et qu'on va sortir un article. Et on leur laisse évidemment la parole, on leur pose des questions. Et cette phase est hyper importante parce que ça permet de confirmer certaines choses,
que eux apportent d'autres éléments aussi, parfois d'atténuer certains éléments, et c'est primordial. Sans faire ça, déjà, on se serait une enquête complètement à charge et sans aucun intérêt non plus. Donc, j'ajoute juste que moi, dans le documentaire, j'ai demandé aux intervenantes de ne pas parler, de ne pas donner de nom et de ne pas donner de temporalité. Je ne voulais pas que les gens incriminés soient reconnaissables pour éviter tout ce qui s'est passé par la suite. Mais donc c'est effectivement différent. Il n'y a pas concrètement de contradictoire dans mon documentaire puisque c'était vraiment que des témoignages et il n'y avait pas d'accusation formelle. Voilà. Vous dites qu'il n'y a pas de contradictoire, mais vous confrontez votre agresseur. Alors, dans la version finale du film, les scènes ont été coupées à la demande de votre ancien employeur, mais vous êtes allé voir votre agresseur. Est-ce que c'était important? Quelle était la démarche? Vous vouliez juste le confronter ou c'était pour respecter une phase contradictoire journalistique? C'était pour respecter une phase contradictoire de journaliste, c'est vrai. Mais c'était important pour vous de le mettre face à ses propres agissements? Non, c'était pas important. Je m'étais dit comment parler de mon expérience, parce que je donne la parole à des femmes, mais il faut aussi que j'explique pourquoi je fais ce documentaire. Et je me suis dit que la meilleure manière de faire, c'était celle-ci. Visiblement, les gens n'étaient pas d'accord, donc on a fait autrement. Et je suis ravie d'avoir rendu un document où les femmes ont la parole. Et puis, bon, tant pis pour le reste. Mais c'est comme ça que j'ai réfléchi à l'écriture du documentaire. C'est une phase risquée, le contradictoire, quand même, parce que vous allez approcher quelqu'un qui a peut-être commis ces faits. Il peut donc, du coup, enclencher éventuellement une défense. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là, Madame Gastaldi? Oui, souvent, il y a ce que nous, on appelle des contre-feux qui sont allumés. Quand, par exemple, on contacte un diocèse en expliquant qu'on sait que tant de prêtres ont été couverts, déplacés, mis en congé sabbatique parce qu'accusés d'agression sexuelle et qu'aucune mesure n'a été prise. Donc, permettant à ces personnes de continuer à agresser des jeunes. Donc quand on les contacte en leur disant on a besoin de vos réponses sur ces points-là, que comptez-vous faire, etc. Souvent, ça nous arrive que des contre-feux soient allumés. Ça veut dire qu'un diocèse, par exemple, va sortir un communiqué de presse avec toute l'histoire en s'excusant, en disant que voilà ce qui s'est passé avant que nous, on sorte l'article. Mais c'est pas grave en même temps parce que nous, on n'est pas là pour la chasse au scoop, on est là pour que les choses évoluent. Et tant mieux si, à la limite, ils reconnaissent leur tort publiquement. Et ça ne fait qu'étayer aussi notre enquête, que confirmer qu'on a eu du flair et qu'on a soulevé les vrais problèmes. Après, on a eu souvent aussi dans le sport aussi, pour Disclose ou sur Mediapart, des pages Internet qui étaient nettoyées juste avant la sortie de nos enquêtes, ou d'un coup des portraits très élogieux d'agresseurs pourtant connus, de personnes déjà condamnées, toujours en poste. Des portraits élogieux avaient été faits et ont été retirés instantanément au moment où on allait publier. Et plus loin encore, on a aussi vu un prêtre être conduit à l'état laïque avant la publication de notre enquête, alors que ça faisait des décennies qu'il était surveillé par le diocèse, mais jamais dénoncé à la justice. Et après, en revanche, il y a tout l'impact après la publication. Ce prêtre en question a été condamné, la justice s'est saisie d'affaire et a été condamné suite à notre papier. Vous nous avez dit tout à l'heure, on attend d'être béton. C'est quoi le seuil? Comment est-ce qu'on décide que là, on y va? Et je rajoute une question. Est-ce que ces enquêtes sont toujours à charge? C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez éventuellement publier une enquête dont les résultats exonèrent le ou la mise en cause? Alors, être béton, c'est pareil, évidemment, il y a des règles professionnelles qui sont indiscutables, indiscutées d'ailleurs, qui sont fixées par un cadre législatif, qui est la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui est quand même le socle sur lequel une enquête et les critères d'une enquête sérieuse, elles sont documentées par cette loi, par la jurisprudence des tribunaux sur la question. Donc, il y a des critères professionnels, le respect du contradictoire, l'enquête sérieuse, l'absence d'animosité personnelle, etc., etc. Donc, il y a encore une fois des techniques journalistiques qui s'appliquent à ces critères. Donc, on doit recouper une information, on doit interroger toutes les personnes concernées, etc., etc. Après, il n'y a pas être béton pour tout le monde, pour toutes les enquêtes. C'est pas à chaque fois de la même manière. Parfois, vous avez beaucoup d'écrits. Il arrive, par exemple, quand on enquête sur les violences sexuelles en entreprise, qu'il y ait
je vais donner un exemple, hein, mais des procès-verbaux de CSE, de comité d'entreprise. Il arrive qu'il ait des accords de rupture conventionnelle ou de procédure de licenciement dans lesquels la motivation du licenciement figure, par exemple. Voilà, ou des enquêtes internes, des documents d'enquête interne. Tous ces éléments-là, ils sont des éléments très importants dans le cadre de nos enquêtes. Ils ne suffisent jamais à eux-mêmes, par ailleurs, hein, mais ils sont très importants. C'est l'accumulation d'un certain nombre d'éléments qui permet de dire, voilà, là, on peut y aller. Mais non seulement il y a des enquêtes qu'on abandonne avant la fin, mais il y a aussi des enquêtes où il y a une partie des éléments qu'on a recueillis qui ne figurent pas dans l'article final, par exemple. C'est-à-dire qu'on enquête, on reçoit beaucoup de témoignages, on essaye de recueillir de nombreux témoignages. Il y en a certains, voilà, on n'a pas suffisamment de choses, donc on le fait pas figurer dans l'article, par exemple. Et pour répondre à votre deuxième question, évidemment, oui. C'est-à-dire que si, imaginons une mise en cause d'une personnalité qui s'avérait fallacieuse, il serait évidemment d'intérêt général et d'intérêt public de poursuivre cette enquête. Je n'aurais aucun problème et nous n'aurions aucun problème à le faire. Il se trouve... C'est déjà arrivé ? C'est déjà arrivé, c'est pas exactement sous cette forme, c'est déjà arrivé qu'on abandonne des articles parce que nous avions été convaincus par le contradictoire. C'est rare, très rare, mais ça arrive. Arrive la publication, justement, le moment où on rend tous ces faits publics, le résultat de l'enquête est présenté. Madame Portolano, lorsque vous avez diffusé votre enquête, vous espériez quoi comme résultat ? Alors, pas du tout ce qui s'est passé, parce que clairement, lors du générique de fin, les scènes coupées ont fuité instantanément. Donc, ça m'a bien bouleversée parce que j'étais contente du travail que j'avais fourni, c'est-à-dire de donner la parole à des femmes. Et tout d'un coup, ce travail-là était mis de côté. Ce qui était important, c'est ce qui n'avait pas été entendu. Et en fait, je trouvais que ce qui était important, c'est d'entendre ce qui était dit. Et donc, ça n'a pas été le cas. En fait, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur parce que déjà, je m'attaquais à un média qui était le mien, concrètement, qui est le journalisme sportif, donc qui était mes employeurs depuis des années, que ce soit Canal+ ou les employeurs d'avant. Hein, c'est des rédactions dans lesquelles je suis passée. Donc forcément, je me suis dit, bon, il va y avoir des gens qui ne vont pas être d'accord, donc je vais mettre certaines personnes à dos. Et en fait, force est de constater que quand même, il y a eu un très très bon accueil et que donc j'étais assez soulagée. Voilà. Alors, nous aussi, à Média en Scène, on fait un travail journalistique. On a voulu recueillir toutes les facettes de ces enquêtes, pas nécessairement faire du contradictoire, mais avoir une vue supplémentaire, avoir la parole en coulisses une personne qui agit une fois que ces accusations sont publiques et que la machine judiciaire est lancée. Elle est avocate pénaliste au barreau de Paris. Elle a notamment défendu des hommes accusés publiquement de harcèlement sexuel. Je vous demande d'accueillir Maître Marie Burguburu. Maître, j'ai une question qui va vous plaire d'entrée de jeu. Est-ce que lorsque vous entendez ce processus, vous le jugez adéquat ? Est-ce que vous jugez que les droits des personnes que vous représentez sont respectés lors de ces enquêtes ? Ma réponse va pas vous déplaire, non. D'accord, effectivement. D'abord, non, la première chose, c'est que c'est très compliqué dans mon métier d'avoir des généralités, de parler au contraire de ces enquêtes qui souvent dénoncent soit des gens, soit des systèmes, et je préfère d'ailleurs qu'on dénonce des systèmes plutôt que des personnes nominatives. Moi, c'est toujours au cas par cas. Donc ce sont systématiquement des histoires différentes, des hommes ou des femmes différentes, dans un contexte différent. Néanmoins, quand j'entends le processus, et je dois dire que j'admets la franchise du processus tel que vous l'avez décrit, quand vous parlez du principe du contradictoire, on arrive à la fin, finalement, c'est là que j'arrive et c'est là que mes clients... C'est à ce moment-là que mes présumés innocents clients, parce qu'il n'y a que l'innocence qui se présume, pas les victimes. Et à ce moment-là, vous l'avez dit, vous considérez que votre dossier est béton. Et là, ça me pose une première difficulté. Comment une enquête, une affaire peut être béton alors qu'on n'a pas entendu encore le principal mis en cause ? Sauf qu'on respecte apparemment le contradictoire. On va voir la personne mise en cause, on lui pose des questions. On lui dit « Reconnaissez-vous ces agissements ?» Enfin, j'imagine. Et comment est-ce que vous menez ce contradictoire, justement ? Vous allez les voir et vous leur dites « Voilà le résultat de l'enquête, qu'en pensez-vous »
Moi, je ne dis pas qu'on est béton avant le contradictoire. Moi, je dis qu'on est béton au moment où on appuie sur le bouton de la publication d'une enquête. Ce n'est pas du tout la même chose. En fait, on pose toutes les questions sur tous les éléments qu'on a recueillis, tout simplement. Vraiment, c'est voilà, telle personne vous dit ça, vous explique ça, dans quel contexte, etc., etc. D'ailleurs, très souvent, le contradictoire est très intéressant. C'est à ce moment-là que vos clients viennent vous voir en disant « Je viens d'être contacté par un média, ils enquêtent sur moi, qu'est-ce que je fais ?» Là aussi, il n'y a pas de généralité, mais la plupart du temps, j'ai quand même pu constater que mes clients sont contactés à la fin du processus. Et hélas, très souvent, à 24 heures ou 48 heures d'une publication. Ça veut dire qu'en réalité, on lui explique que parfois depuis des mois, on a eu une affaire publique, hein, c'est l'affaire Adèle Haenel. On sait qu'il y a eu une enquête qui a duré de nombreux mois, et on sait que le mis en cause, Christophe Ruggia, a été contacté quelques jours avant la publication. Et là, en réalité, le problème qui se pose pour cette personne-là, c'est pas tant la publication, c'est comment je vais faire pour essayer de gérer cette histoire qui... Alors, en plus, il faut distinguer, est-ce qu'il y a déjà une procédure judiciaire ou est-ce qu'elle va être éventuellement enclenchée après? Est-ce que dans ce cas-là, la presse aura eu un rôle d'alerte ou en tout cas aura permis que l'affaire ait une suite judiciaire? En réalité, les considérations qui vont se poser pour le mis en cause et pour son avocat dépasse très largement le principe et l'intérêt d'une publication quand c'est une publication nominative. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis très défavorable à ces enquêtes nominatives, alors que je suis au contraire extrêmement favorable à celles qui dénoncent un système et qui viennent dénoncer non pas des gens mais des comportements. Et je crois d'ailleurs, et c'est vraiment le sens d'ailleurs de votre documentaire, d'autant que vous avez même regretter que finalement on focalise sur une personne, et alors même que l'objectif était plutôt de dénoncer un système. Mais c'est vrai aussi, et c'est ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, il y a des enquêtes nominatives parce que c'est ce que les gens veulent. C'est-à-dire que c'est plus simple d'incarner à travers un visage une personne que dénoncer des comportements anonymes. Donc c'est bien qu'il y a un problème de système. Oui, c'est donc le système qui doit être déconstruit. Parce qu'effectivement, moi, c'est ce que j'ai constaté, c'est que tout d'un coup, la parole des femmes était réduite à un seul homme. Donc, encore une fois, le système que j'ai eu envie de dénoncer, enfin, le dysfonctionnement du système que j'ai eu envie de dénoncer, ne marchait pas dans le bon sens. Donc, il y a un problème. Et du coup, ça pose la question de l'intérêt. Finalement, parce que c'est très bien de dénoncer, et il faut continuer à dénoncer, mais finalement, il faut aussi avancer. Et on se rend compte que l'accumulation des condamnations nominatives qui jettent quand même un homme ou une femme à la vindicte populaire, hein, c'est la guillotine médiatique. C'est-à-dire qu'une fois que c'est passé, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Vous parliez tout à l'heure des recours. Il y a le droit de la presse, mais aujourd'hui, et tant mieux. En fait, quel recours justement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y en a deux. Mais ils servent à rien. La diffamation. Et aujourd'hui, la liberté d'expression est telle qu'on peut diffamer sans commettre le délit de diffamation. On peut tranquillement diffamer. La deuxième, c'est la dénonciation calomnieuse. Mais de toute façon, que ce soit diffamation ou dénonciation calomnieuse, vous aurez une décision dans 2-3 ans. Le mal est fait. Alors, le mal est fait. Comment faire dans ce cas-là? C'est une vraie question. Comment faire pour dénoncer sans diffamer, sans que la vindicte populaire soit sur une personne? Parce que concrètement, certaines personnes diraient que les condamnations des personnes font aussi office d'avancer le système, font avancer peut-être la dénonciation du système en lui-même. Ce qui est passionnant dans ce sujet, c'est qu'en réalité, on voit deux principes fondamentaux qui sont en confrontation. D'un côté, la liberté d'expression, qui est absolue, qui est très importante, et de l'autre, la présomption d'innocence, et donc les droits de la défense, c'est-à-dire le droit de pouvoir être défendu, le droit de pouvoir s'exprimer, le droit à un juge, le procès équitable. Et on a qui donc font ces deux principes qui sont en réalité les piliers de la démocratie. Et on voit bien dans ce type d'affaires, traité d'ailleurs de manière très féminine, que ces deux principes élémentaires sont en contradiction et que est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'on peut choisir? Et on voit bien aujourd'hui que incontestablement il y a
Il y a une incompréhension de l'opinion publique vis-à-vis de la justice, qu'on trouve trop lente, pas suffisamment sévère, pas suffisamment efficace. C'est pas totalement faux. Et du coup, on se rabat sur la presse, qui fait à certains égards parfois le job. Alors, je préfère encore la presse aux réseaux sociaux, même si ça pose d'autres problèmes, mais qui, qu'on le veuille ou non, aura nécessairement et systématiquement une position qui sera très favorable aux victimes et très défavorable aux personnes mises en cause. Et c'est dommage parce que il faut ce dialogue et que les choses sont là aussi pas aussi simples. C'est pas coupable ou non coupable. En réalité, et c'est d'ailleurs pour ça que les procédures judiciaires sont si compliquées et si longues, c'est que en réalité, et c'est toute la limite des enquêtes journalistiques, c'est-à-dire que ça ne tient pas à la personnalité des journalistes, c'est que de toute façon, ils n'ont pas les possibilités, ils n'ont pas les moyens des investigateurs, des officiers de police judiciaire, ils n'ont pas. Donc c'est impossible en réalité. Madame Bredou, lorsque l'on fait ces enquêtes, et c'est vrai pour toutes les trois d'ailleurs, pardonnez-moi, on a l'impression, non pas jamais de se substituer à la justice, mais de faire œuvre quand même de bien public. Ouais, pas de justice, hein. Enfin, franchement, c'est pas du tout une coquetterie, c'est pas une hypocrisie, mais moi je ne prétends pas me substituer à une institution aussi importante que la justice. J'en ai ni les compétences ni les moyens et c'est absolument pas mon rôle. On essaye d'être utile dans notre travail, en tout cas. Disons que modestement, là où on est, de notre place, comme dans la place de plein d'autres professions qui ont maille à partir avec ces sujets, les médecins, les enseignants, les avocats, les magistrats, les journalistes ont eux aussi leur part à faire. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un système, voilà, on en parle depuis le début, on sait que c'est des statistiques publiques, malgré tout ça. Malgré le fait que tout ça est archi documenté depuis des décennies par toutes les statistiques publiques de tous les gouvernements successifs, ce sujet n'a pas été à la une de l'actualité, à la hauteur de ce qu'il représente dans la société pendant des décennies. C'est donc qu'il y a bien un problème. Et c'est tout l'intérêt de ces enquêtes, c'est de mettre à l'agenda des questions qu'on n'a pas voulu mettre à l'agenda jusque-là. C'est là le cœur de notre travail. Notre utilité, à mon avis, elle est celle-là. Et je crains que ce ne soit que le début, et en même temps je l'espère d'une certaine manière, puisque comme vous le dites, c'est aussi une manière de faire avancer les choses. Merci mesdames d'être venues partager à la fois vos méthodes et aussi toutes les questions qui vous animent. Merci beaucoup maître, merci beaucoup madame Castaldi, madame Bredou, madame Portolano. Thank you.